Bonjour et bienvenue sous le chapiteau des débats sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris pour l'édition 2018 de la Fête de l'Europe. L'Union européenne est à la croisée des chemins. Les Britanniques ont décidé de nous quitter avec le Brexit et bientôt nous ne serons plus que 27 dans ce club habituellement très prisé qui diminue pour la première fois de son histoire. L'an prochain, à la même époque, en mai, fin mai, début juin, vous serez appelés aux urnes pour les élections européennes, pour élire vos députés européens au Parlement de Strasbourg, qui représentent 460 millions de citoyens. Et puis, l'euroscepticisme, à cette occasion, va-t-il progresser ou va-t-il, au contraire, plutôt régresser? Nous allons pouvoir le mesurer et c'est l'occasion de poser toutes ces questions aujourd'hui dans ce débat qui est aussi une consultation citoyenne. Vous pouvez donc intervenir librement. Cela fera l'objet d'une restitution, une restitution par écrit. Nous allons vous proposer de dialoguer avec nos trois invités. On commence, honneur aux femmes, puisqu'aujourd'hui on est majoritaire quand même, vous avez remarqué. C'est pas rien. Nathalie Loiseau, bonjour. Vous êtes ministre des Affaires européennes depuis un an, sous la présidence d'Emmanuel Macron et sous sa pression aussi, forcément. Vous étiez précédemment directrice de l'ENA. Alors nous sommes aussi avec Sylvie Guillaume. Vous êtes députée européenne pour les socialistes et démocrates depuis 2009 et depuis 2014. Et sous la pression de personne. Sous la pression de personne, mais sous les élections européennes tout de même. Vous avez été vice-présidente, nommée vice-présidente en 2014 de ce Parlement européen à Strasbourg. Donc, Pierre Moscovici, bonjour. Commissaire européen en ce qui vous concerne aux affaires économiques et monétaires et à la fiscalité, ancien ministre de l'économie sous la présidence, alors on va dire cette fois-ci Hollande. Alors je vais demander à mes invités de faire des réponses courtes pour que vous puissiez le plus possible intervenir. Vous également essayez de poser des questions courtes pour que tout le monde puisse avoir une chance d'en poser. On va engager la discussion. On va essayer de faire deux axes. Il y a quand même deux axes de réflexion importants. D'abord, on va commencer par qu'est-ce que l'Europe peut apporter aux citoyens et quel est l'avenir de cette Europe. On va passer une grosse demi-heure à parler de ça. Qu'est-ce que l'Europe apporte aux citoyens? Puis dans une deuxième partie, on va se projeter dans le monde, les questions extérieures, les défis, les dangers, diplomatie, migration, etc. Donc on va ouvrir avec un petit dialogue pour que vous connaissiez un petit peu les positions des uns et des autres. Dans quel sens et pour apporter quoi faudrait-il réformer l'Europe, Nathalie Loiseau, comme on l'entend très souvent, d'ailleurs, dans la bouche du président en particulier? Merci Caroline de Camaret. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici avec Pierre Moscovici. On est aussi heureux qu'il y ait un homme sur le podium. Et avec Sylvie Guillaume, réformer l'Europe, refonder l'Europe, c'est même jusque-là que nous avons envie d'aller, dans le sens d'une Europe qui protège davantage les citoyens. C'est ce que nous avons commencé à faire en travaillant notamment sur la révision du régime des travailleurs détachés, un sujet qui, ici en France, causait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'insatisfaction. Et le sujet est en train de terminer son périple au Parlement européen. Il sera bientôt présenté en séance plénière. C'est l'idée que l'Europe, ça n'est pas qu'un marché, c'est aussi un modèle social que nous voulons voir monter vers l'euro, qui protège davantage les citoyens également en matière de sécurité, en matière de défense. Et puis, je citerai aussi un exemple que je veux saluer, d'autant plus qu'il est dû à une action qui venait plutôt avant l'arrivée de ce président et de ce gouvernement, et donc on ne me taxera pas d'esprit partisan, le fait que le 25 mai entre en vigueur le règlement général sur la protection des données. La protection, là encore, la nôtre, celle de chacun d'entre nous, sur l'usage qui peut être fait de nos données personnelles sur Internet et sur la notion clé de consentement. Là aussi, les institutions européennes ont su montrer que nulle part ailleurs au monde, on était aussi bien protégé qu'en Europe. Alors, justement, Sylvie Guillaume, on le disait, on est dans la perspective, dans un an, de nouvelles élections européennes, avec des demandes des citoyens qui sont plus précises. Qu'est-ce que l'Europe peut apporter, finalement? Qu'est-ce qu'elle a déjà apporté? En quoi elle a démontré son importance? Merci aussi de votre participation.
Pour répondre à votre question, je vais repartir 2 jours en arrière, 3 jours en arrière. J'étais dans l'Ain. Il y avait à peu près autant de monde qu'ici, à Saint-Denis-les-Bourgs. C'était très rural. Et nous avons tenu ce qui pouvait s'assimiler à une consultation citoyenne. Et cette question de la dimension sociale de l'Europe était au cœur de nos discussions. Je vais vous dire quelque chose, on n'a pas parlé une seconde de questions de migration. Très surprenant, mais c'était la réalité. Par contre, cette dimension sociale était absolument au cœur de nos débats. Donc s'il y a effectivement une réforme à porter, à poursuivre, à réellement mettre sur les rails, c'est cette dimension sociale en Europe. La directive sur le détachement des travailleurs est un des exemples. Je suis un petit peu moins optimiste, mais c'est normal que Mme Loiseau, sur sa concrétisation. Je pense qu'il manque encore beaucoup de choses dans cette directive. On a exclu les transports de celle-ci. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais nous sommes sur de bons rails. Et en tout cas, ça lutte contre un phénomène qui, je crois, est perçu de façon très forte par tous nos concitoyens, qui est le dumping social, c'est-à-dire la concurrence entre les différents travailleurs dans l'Europe. Et donc sur ce sujet-là, il faut vraiment qu'on progresse, comme plus généralement sur tout le domaine social, l'accès aux services de santé, à la protection sociale, et j'oserais dire dès le début de cette émission aussi, cette dimension des salaires, et donc non seulement de la hausse des salaires, de l'équilibre entre le salaire des hommes et des femmes, mais aussi le salaire minimum, et pourquoi pas un jour dans toute l'Europe. Alors, Pierre Moscovici, vous appartenez à ce que Jean-Claude Juncker, le patron de la Commission, a appelé la commission de la dernière chance. Et on mesure un peu en 2018 pourquoi l'Europe, quand même, en effet, qui doit deliver, c'est-à-dire rendre des résultats concrets à ses concitoyens. Il faut se mettre un peu dans le contexte de l'époque. Quand cette commission a été appelée la commission de la dernière chance, nous étions en plein dans la crise économique et financière la pire que l'Europe ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous étions menacés par le Brexit. Nous avions 67% de migrants qui arrivaient sur notre continent en plus qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y avait un sentiment à ce moment-là que l'Europe était menacée. Et aujourd'hui, elle va tout de même mieux, notamment sur le terrain économique. Je suis commissaire aux affaires économiques et financières. Et je préfère nettement l'époque où je fais cela à Bruxelles, avec quelques 2,5% de croissance, que l'époque où j'étais ministre des Finances en France, avec 0,3%. Ça rend les choses plus faciles, y compris d'ailleurs la réduction des déficits qui se poursuit partout sur notre continent. Mais avant de nous demander ce que l'Europe doit transformer, soyons d'abord fiers de ce qu'elle est. C'est non seulement la première économie du monde, mais aussi un espace qui porte des valeurs qui sont uniques au monde. Il faut la transformer, il faut l'améliorer, il faut l'embellir, mais il faut la chérir. Et on nous l'envie, cette Europe, là où d'autres attaquent le changement climatique, ou plutôt la lutte contre le changement climatique, là où d'autres veulent rétablir la peine de mort, là où d'autres n'acceptent pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout ça et encore bien d'autres choses, nous l'avons. Mais il ne suffit pas de se contenter de ce qu'on a, il faut agir. Ce que je fais, moi, depuis 4 ans, bientôt à la Commission, c'est d'abord de lutter contre l'austérité, faire en sorte qu'on ait des politiques budgétaires sérieuses, mais qu'on ne fragilise pas les services publics. C'est ensuite essayer d'introduire de la justice dans nos systèmes fiscaux, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, la proposition de taxer équitablement les GAFA, mais aussi les autres géants du numérique, est une proposition de la Commission que nous portons avec force. Alors, pour le reste, pour les années qui viennent, sans vouloir ajouter à la dimension sociale que je partage, je dirais 2 choses. La première, c'est qu'il faut protéger bien davantage les citoyens européens. L'Europe, la Commission européenne vient de proposer les éléments du budget pour 7 ans, les perspectives pluriannuelles. Et dans celle-ci, je voudrais signaler que nous multiplions par 22, nous proposons de multiplier par 22 les dépenses de sécurité et de défense. Ça, c'est tout à fait indispensable, y compris c'est une façon de traiter la question migratoire en protégeant ce qui est notre frontière commune, et non pas en rétablissant des frontières intérieures. Et deuxième chose, il faut émanciper. Et là encore, je veux donner un chiffre, parce que je crois qu'il est parlant. Nous proposons de multiplier par 2, tout simplement par 2, le montant du budget de ce qu'on appelle Erasmus, de le passer à 30 milliards d'euros, parce que nous sommes persuadés que l'avenir de l'Europe, c'est sa jeunesse, et que l'avenir de cette jeunesse, c'est d'abord la mobilité, c'est
l'apprentissage d'autres cultures, d'autres langages. Il y a voilà sûrement 2 exemples très d'ailleurs concrets. des étudiants Erasmus peut-être dans cette salle. Manifestez-vous. Très bien, parfait. Au fond aussi, très très bien. Alors justement, ceux qui veulent poser des questions, faites-nous un signe, levez la main, comme ça on peut répartir un peu la parole. Par là et par là, parce qu'on a 2 micros qui circulent. Donc monsieur par ici, monsieur par là, monsieur là. On commence par monsieur, peut-être? Allons-y. Oui. Voilà. Alors, ma question n'est pas liée à Erasmus, je suis désolé. Je comptais poser une question de toute façon. Moi, je suis élu à Montreuil et à Est Ensemble, qui rassemble 400 000 habitants et dans 9 villes de l'Est parisien. Et nous sommes inquiets sur l'avenir de la politique de cohésion, c'est-à-dire l'accès à ces fonds dits structurels, le Fonds social européen, le FEDER, qui sont des fonds difficiles à obtenir et sans doute qu'il faudrait aussi penser à simplifier un petit peu les règles pour pouvoir les obtenir plus facilement, mais qui sont essentiels pour des territoires comme le nôtre, des fonds qui sont des vrais leviers de développement pour toutes sortes de projets, qu'il s'agisse de la formation des jeunes, des chômeurs, qu'il s'agisse de l'aide aux jeunes entreprises, à des incubateurs d'entreprises, mais aussi la rénovation des cités très dégradées. Or, les propositions budgétaires de la Commission annoncées il y a quelques jours montre qu'il pourrait y avoir une baisse jusqu'à 10% de ces fonds. Et donc, ça nous inquiète beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous assurer, en tout cas, qu'il y a une volonté forte que des villes et des régions supposément riches comme l'Île-de-France pourront continuer de bénéficier de ces fonds? Parce qu'au sein de l'Île-de-France, on sait très bien qu'il y a de très grosses disparités entre l'Est et l'Ouest. Et en tout cas, pour les populations de l'Est parisien, c'est absolument indispensable et ce serait suicidaire pour l'Europe de les priver de l'accès à ces fonds. Voilà. Alors les fonds de cohésion, en effet, dans cette proposition de la Commission, pour 2021-2027, baisse de, monsieur disait, jusqu'à 10%. Enfin, c'est progressif, en effet. Alors la question du budget de l'Union européenne est très complexe, parce que pour parvenir à le définir, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est quel est le montant d'ensemble du budget. Aujourd'hui, c'est à peu près 1% du PIB. Et de surcroît, nous allons perdre une ressource importante qui vient de la Grande-Bretagne. Nous allons perdre quelques 11 à 12 milliards d'euros en net. Donc, si nous voulons compenser ce départ, il faut monter au-dessus de 1,1%. Il n'est pas évident que tous les pays d'Europe l'acceptent. Deuxième chose, nous devons financer des politiques nouvelles avec des priorités qui sont celles de l'Europe d'aujourd'hui. J'ai parlé de protéger. À l'évidence, le temps d'une défense européenne est venu. Et ce qui se passe avec Donald Trump, on en reparlera tout à l'heure, montre que nous devons de plus en plus assumer la sécurité de notre propre continent. Nous devons aussi financer tout ce qui prépare l'avenir, la recherche, la culture, l'éducation, bien plus que nous le faisons aujourd'hui. Et donc ça, ce sont des dépenses en plus dans un budget qui ne croît pas forcément. Enfin, il faut préserver ce qu'on appelle les politiques traditionnelles. Elles sont au nombre de 2. Pour l'essentiel, je résume, c'est l'agriculture d'un côté et c'est la cohésion de l'autre. D'ailleurs, plus on voudra préserver les politiques actuelles et défendre des politiques nouvelles, plus il faudra aussi augmenter le montant du budget. Mais je veux aller directement au fait. J'étais il y a quelques minutes dans un salon de l'Hôtel de Ville avec des maires pour la signature d'une charte des maires. Et j'ai eu l'occasion de dire dans mon discours de conclusion ce que je vais vous dire ici. À titre personnel, je considère que la politique de cohésion est une politique essentielle pour réduire la divergence entre les territoires, pour réduire les inégalités territoriales et sociales. Et elle doit être défendue. La proposition de la Commission est une base. À ce moment-là vont intervenir les États d'un côté, le Parlement européen de l'autre. Elle est améliorable. Je considère pour ma part que la politique de la cohésion est une politique décisive demain comme elle est aujourd'hui. Toutes les deux, vous m'avez fait signe sur cette question. Oui, parce que c'est bien qu'on rentre directement dans le cœur du sujet, avec quand même quelques éléments qu'il faut avoir en tête pour ceux qui nous écoutent. Sur ce budget tel qu'il est proposé, Pierre, tu me diras si je me trompe, c'est 1120 milliards pour une période de 7 ans, à peu près. Là-dessus, on a effectivement eu des propositions de la Commission qui sont, pour certaines d'entre elles, inquiétantes. Et monsieur a dit très concrètement comment ça pouvait avoir un impact sur la vie de nos concitoyens, en l'espèce ici les Français, mais sur les citoyens européens.
Donc, quand on part du principe que finalement ce budget européen n'est pas si important que ça, évidemment c'est une somme énorme quand on l'a dit comme ça, mais rapporté au nombre de citoyens, c'est de l'ordre de 0,80 euros par personne et par jour. Donc c'est vrai que ça ne représente pas une somme énorme et qu'il faut comprendre également qu'on va avoir énormément de mal à aller demander aux États, là peut-être que Madame la Ministre y reviendra, d'avoir une contribution encore supérieure au budget européen. Donc il faut aussi ne pas oublier le fait que nous devrons trouver d'autres ressources, des ressources propres qui viendront alimenter ce budget et être à la hauteur des enjeux. Parce que ce n'est pas simplement un budget pour avoir beaucoup d'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir mener ces politiques telles qu'elles existent maintenant, ne pas sabrer par exemple dans la politique agricole commune. C'est un sujet très compliqué dans lequel tous les États ont quelquefois des propositions et des positions très, très contradictoires. Mais il faudra mener ces politiques de structure et affronter celles qui sont devant nous. Il faut qu'on trouve plus d'argent pour que ce budget soit plus adapté aux priorités et aux enjeux de tous les citoyens. Un petit mot parce que après oui, monsieur doit... D'abord, je voudrais relever ce que vous avez dit dès le départ, c'est-à-dire l'importance de ces fonds, l'importance du Fonds social européen, l'importance de la garantie jeunesse, de l'initiative pour l'emploi des jeunes, tous ces sujets qui ne sont pas forcément si souvent mis en valeur que ça. Quand on dit l'Europe, qu'est-ce que c'est? On nous répond c'est des normes. Ah non, c'est l'accompagnement parfois de jeunes très éloignés de l'emploi. Et vous le savez certainement à Montreuil. Et c'est pour ça que vous réagissez, vous avez raison. Nous avons plusieurs réactions au projet de budget de la Commission. Nous le trouvons insuffisamment ambitieux parce qu'à 1,11% du PIB, on n'arrivera pas à faire face à ces nouveaux besoins. Pierre Moscovici a raison, ils existent. Et dans le même temps, à préserver, voire à développer des politiques qui sont essentielles pour la cohésion de nos sociétés. Donc ça va baisser. De toute façon, ça baisse. Alors pas nécessairement, parce que 1,11%, c'est pas assez ambitieux de notre point de vue. Nous sommes prêts à aller au-delà. Nous voulons surtout explorer des nouvelles ressources propres. La Commission a fait quelques propositions. Je regrette de ne pas voir dans la proposition de la Commission la proposition de Pierre Moscovici sur la taxe sur les grands acteurs du numérique, parce que précisément, son objet, c'est aussi de financer le budget européen. Et nous nous battrons pour que cette proposition entre dans le budget européen. Et puis, il y a un dernier aspect qui est abordé avec trop de timidité par la Commission, c'est la question des rabais. Vous vous souvenez tous de Margaret Thatcher et de I Want My Money Back, et elle avait négocié un chèque pour être sûr que le contribuable britannique en avait pour son argent de l'Europe. C'était ça l'état d'esprit. C'est un sale état d'esprit pour le coup. C'est contraire à la solidarité européenne. Et puis, subrepticement, derrière les Britanniques, il y en a d'autres qui avaient fait la même chose et qui avaient négocié des rabais sur les rabais. Donc ils étaient généreux en façade, mais par derrière, ils reprenaient une partie de ce qu'ils avaient versé. Ça, c'est pas progressivement et à petits pas qu'il faut y mettre fin, c'est tout de suite. Il y a des besoins forts dans l'Union européenne, il faut les traiter. Un mot de ces rabais qui subsistent sur certains pays, Pays-Bas, etc., pays du Nord. Moi, je veux exprimer un accord avec ce que dit Nathalie Loiseau. Je pense d'abord que si on peut avoir une ambition plus forte, ça veut dire aussi un budget plus important, eh bien moi j'en serais entièrement d'accord et je pense que la Commission suivra cela. Et si les États membres le souhaitent, c'est bien sûr quelque chose qui est totalement ouvert. Deuxième chose, je suis moi aussi favorable, et je l'ai dit dans les débats internes à la Commission, à ce que la proposition sur la taxe sur le numérique constitue une ressource propre pour l'avenir. Ça me paraît tout à fait décisif. Enfin, troisième chose, je crois que le plus vite et le plus loin on ira dans la disparition des rabais, le mieux on se portera. Voilà. 3 points d'accord avec Nathalie Loiseau. Alors, monsieur, vous vouliez intervenir depuis tout à l'heure. De ce côté-là, qui d'autre demandait la parole? La jeune fille derrière. Voilà, très bien. Allons-y. D'abord, bravo pour Erasmus. Je suis un ancien d'un des comités qui ont fondé Erasmus. Alors, etc. Bon, j'arrête sur le passé. Je suis ma question est en pleine actualité française, malheureusement, qui n'a pas du tout été transposée au niveau européen. La fameuse soi-disant réforme de la SNCF. Comment se fait-il, Pierre Moscovici et d'autres, et vous, mesdames, que la question n'ait même pas été posée alors que le transport ferroviaire est
techniquement, historiquement, fondamentalement une question européenne, qu'il s'agisse du Nord et notamment si l'on souhaite développer, ce qui n'est pas du tout le cas en France, ce n'est le cas qu'en Suisse, le transport ferroviaire pour le transport de fret. Je pense qu'il y a énormément à faire, Pierre Moscovici, et là je m'en prends évidemment à l'actuel gouvernement français, pour lequel, comme pas mal de gens dans la salle, j'ai dû voter oui au détour pour éviter le pire. Mais ça, c'est une autre question. Voilà. Donc, je pose la question du transport ferroviaire qui ne peut être abordé qu'au niveau européen. Alors peut-être Nathalie Loiseau là-dessus, parce que ça concerne à la fois la réforme et le niveau européen avec l'opérabilité du fret. Alors d'abord, l'ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire, elle a été décidée au niveau européen depuis des années. Et elle a été mise en œuvre progressivement, d'abord sur le fret et maintenant sur le transport des passagers. Et je ne vais pas faire comme d'autres, il y a longtemps, l'auraient peut-être fait à ma place. C'est Bruxelles qui nous demande d'ouvrir à la concurrence. Parce que Bruxelles, c'est nous. En fait, on a voté pour cette ouverture à la concurrence et il y a eu une facilité, allez, droite et gauche confondues pendant longtemps. Quand il y avait une décision difficile à expliquer à nos concitoyens, on disait bah, « vous savez, c'est Bruxelles, on n'y peut rien ». Non, c'est Bruxelles et Bruxelles a raison. Et Bruxelles, on y était et on l'a décidé, pas ce gouvernement, mais un gouvernement précédent. Et cette ouverture à la concurrence, elle a commencé ailleurs. Alors parfois, elle a mal démarré. On cite souvent l'exemple britannique, qui n'est pas celui qui fait le plus envie, mais elle fonctionne bien ailleurs. Je pense notamment en Allemagne. Et je dirais même, parce qu'on l'entend assez peu en ce moment, elle profite ailleurs en Europe à la SNCF, qui est très présente à travers ses filiales. Alors l'autre dimension de la présence de l'Union européenne sur le secteur ferroviaire, c'est tout ce que fait l'Europe pour appuyer les grands projets ferroviaires. Et là, je regrette qu'on ne dise pas assez que l'accompagnement de la ligne à grande vitesse Paris-Rennes ou de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux s'est fait avec le soutien de l'Union européenne, que pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, la Commission européenne a décidé d'accompagner la modernisation de la signalisation de Paris-Lyon. Là encore, ce sont des beaux projets. On est très fiers, on dit cocorico, c'est des projets français. Oui, mais sans l'Union européenne, on n'arriverait pas à les faire. Et sur le projet Lyon-Turin, sans l'Union européenne, le projet n'existerait tout simplement pas. Alors, je crois que vous vouliez... oui, vous vouliez réagir en amont. Je voulais effectivement aborder, je vous trouve sévère avec le fret parce qu'il y a un bon test qui est en cours avec effectivement le Lyon-Turin. C'est dans la région dans laquelle je suis élue, pas à Turin, du côté français. Et je mesure bien à la fois l'ampleur et l'impact que cela aura évidemment aussi sur la question d'environnement d'avoir cette ligne, même si je sais qu'elle est également controversée de l'autre côté de notre frontière. Mais là, c'est un test très fort à la fois de la part de la collectivité nationale et de l'Europe dans cet appui au fret. Je vais peut-être répondre à ça quand même, parce que elle m'était adressée, donc je ne vais pas m'abstenir totalement. Pour dire que d'abord, en effet, l'Europe est présente dans cette affaire à travers l'ouverture à la concurrence, mais l'ouverture à la concurrence, et vous l'avez bien dit, ne signifie pas qu'il y ait un seul modèle. Les Britanniques ont choisi la privatisation, les Allemands ont gardé un service public, et on peut tout à fait garder un service public en ouvrant la concurrence. Et ça, je pense que c'est tout à fait décisif. Deuxième chose, en effet, nous sommes très présents dans la politique d'infrastructure et dans le soutien aux grands projets qui ne peuvent pas se faire sans l'Europe. Enfin, il y a une troisième dimension que je veux évoquer ici, c'est la question de la dette de la SNCF. Et cette question de la dette, cette question de la façon de la traiter, je dis ici à la ministre des Affaires européennes que aussitôt que le gouvernement français aura fait son évaluation et fait connaître ses choix, eh bien, la Commission européenne sera disponible pour engager les discussions avec lui pour le faire dans les meilleures conditions possibles, compte tenu de nos règles communes. Alors, la jeune fille derrière et monsieur ici aussi voulait, et après monsieur là. Monsieur ici, jeune fille, voilà.
Bonjour, je m'appelle Tatiana, je suis étudiante en relations internationales. Et du coup, l'Europe, c'est quelque chose à quoi j'ai beaucoup l'occasion de réfléchir dans le cadre de mes études. Et je me demandais sur la notion d'Europe sociale, dont M. Macron a fait, entre guillemets, la pierre angulaire de sa campagne. On a beaucoup entendu parler de projets de convergence des droits des travailleurs, des salaires minimums, etc., de convergence fiscale aussi. Ma question, tout d'abord, c'est est-ce qu'à terme, c'est vraiment envisageable? Et ma deuxième question, qu'est-ce que vous diriez à tous les pays qui sont finalement opposés à plus d'intégration, qui ne souhaitent pas forcément approfondir l'intégration et rester telle qu'elle? Merci. Alors, première question peut-être pour Sylvie Guillaume, seconde peut-être pour Madame la Ministre, c'est bien. Est-ce que c'est possible, plus d'Europe sociale? Est-ce que c'est seulement possible? On a commencé par ça, je crois, cette discussion, ce qui, je crois, prouve assez bien, en miroir ou en creux, le manque que ressentent des gens comme vous, très jeunes, et les plus anciens, dans cette attente sur plus d'Europe sociale. Mais pardonnez-moi de le dire aussi crûment, c'est pas en sautant en l'air, en disant il faut de l'Europe sociale qu'elle va arriver comme ça en tombant du ciel. Il faut surtout passer par une phase qui, je crois, est assez compliquée dans tous les exercices que nous faisons, que ce soit à la Commission, au Conseil ou bien au Parlement, c'est d'arriver à repérer les marges de progression que nous pouvons assumer ensemble. Et vous savez, l'une des difficultés en fait que nous rencontrons, c'est les divergences qui existent encore et la manière dont elles sont traduites à chaque fois au plan national quand chacun des chefs de gouvernement et de chefs d'État rentre chez eux. Et c'est vrai que j'étais très sensible tout à l'heure à cette idée de on communautarise ce qui ne va pas bien et on nationalise toujours ce qui ne va pas bien du tout. Et c'est vrai qu'on est au cœur d'une difficulté de la manière de faire évoluer encore en commun, c'est-à-dire de continuer de se projeter en avant sur ces dimensions-là. Donc il n'y a pas énormément de solutions, à part la discussion, la mise au point de nos enjeux et surtout d'avoir cette écoute sur les besoins des personnes. Moi, c'est peut-être parce que je suis au Parlement européen que je suis aussi, je ne sais pas si c'est plus sensible, en tout cas très sensible à cette dimension, mais j'écoute. J'écoute, je reprends, je remonte ce qui est le cœur de la discussion et des besoins des personnes. Et quand vous évoquez la convergence en matière éducative, évidemment, c'est un enjeu fondamental. Quand vous évoquez la question des salaires ou de la convergence sociale et fiscale, ça se dit comme ça en une phrase ici ensemble, mais ça veut dire dans le concret qu'il n'y a pas de concurrence, qu'on arrête avec la concurrence entre les personnes, entre les travailleurs, entre les étudiants. C'est ça le sens de ce qu'il faut faire. Il faut trouver des traces concrètes maintenant dans l'avenir pour arriver à résoudre cette divergence-là. Alors, dans la deuxième partie de la question, il y avait mais il y a des pays qui ne sont pas tout à fait d'accord et qui ne veulent pas plus d'Europe. Alors, d'abord, ce que vous relevez, on a commencé par ça, vous reposez la question. En effet, partout où je fais une consultation citoyenne, j'entends Europe sociale, convergence sociale, fin du dumping social. Les consultations citoyennes, elles servent aussi à ça, à faire remonter les attentes. Et en France, c'est très fort. Mais vous avez raison, ailleurs en Europe, il y a deux types de résistance. Des pays d'Europe du Nord qui considèrent que leur modèle social est le meilleur et que toute harmonisation risquerait de se faire par le bas. Et puis des pays à l'est de l'Europe qui pensent avoir construit leur compétitivité sur le dumping social et qui ont peur que l'harmonisation se fasse vers le haut. On pourrait se dire, on n'y arrivera pas, on revient dans 10 ans. Moi, je pense quand même que le moment est propice et je regrette un peu que la Commission, là encore, dans son projet de budget et sur les fonds structurels, n'ait pas proposé une conditionnalité sur la convergence sociale. Je pense que le moment est propice parce qu'à l'est de l'Europe, ce que l'on constate de plus en plus fortement, c'est qu'on commence à être en manque de main-d'œuvre. J'étais à Prague hier et en République tchèque, les salaires montent pour essayer d'attirer de la main-d'œuvre, faire revenir des Tchèques qui travaillaient à l'étranger ou attirer des travailleurs d'ailleurs en Europe. On ne peut pas rester dans ces pays-là, on ne peut pas condamner les travailleurs à être des travailleurs de deuxième classe et à ne fonctionner que sur le low cost. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Nous, le porter au niveau des gouvernements, le gouvernement français le fait fortement. Le porter au niveau des organisations syndicales. Le Comité économique et social européen sert à ça aussi.
Sylvie Guillaume parlait évidemment du Parlement européen, et que ça vienne des sociétés civiles qui disent « Attention, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une Europe sociale qui soit concrète et pas seulement la proclamation des droits sociaux comme on a eu au sommet de Göteborg. C'était bien, c'était un premier pas. C'est facile de parler, c'est plus difficile d'agir. » Un petit mot alors. Un petit mot. Pour dire d'abord qu'il y a deux leviers par lesquels on peut agir. Le premier, c'est le levier du droit. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en créant une plateforme de droits sociaux qui est justement celle qui permet d'asseoir une convergence. Et puis, il y a un deuxième levier, qui est le levier financier. Et ça rejoint tout à fait à la fois la réponse que j'ai faite sur la cohésion, mais aussi ce que vous dites sur les critères de convergence sociale. Mais si je voulais reprendre la parole, c'est parce que je crois qu'il faut mettre les pieds dans le plat. J'ai été jadis élu député européen, c'était en 2004, à la tête d'une liste qui s'appelait « Maintenant, l'Europe sociale ». Et assez logiquement, ceux qui ont voté pour nous ont pu être déçus. Il n'y aura pas d'harmonisation sociale et il n'y aura pas d'harmonisation fiscale tant qu'on ne sera pas capable de modifier les règles du jeu. Et ça, je le vois comme commissaire à la fiscalité. Pardon, réussir à prendre une mesure. Prenons encore cet exemple de la taxe GAFA, avec l'unanimité à 28 aujourd'hui, à 27 demain, c'est la croix et la bannière. Donc il faudra bien qu'un jour, on trouve un moyen soit pour démolir, soit pour contourner cette règle de l'unanimité qui est un frein à l'harmonisation et qui nous contraint à ne rechercher que la convergence. Donc il faudrait une majorité d'États qui puissent voter effectivement pour plus d'harmonisation sociale. Ça pose le problème non pas de l'Europe à plusieurs vitesses, mais de l'Europe inclusive, de ceux qui veulent aller de l'avant et qui peuvent ensuite ouvrir la porte aux autres. Alors le jeune homme ici, puis le monsieur avait tendu le micro, avait demandé le micro aussi. Monsieur, oui, ça marche tout seul, ça marche tout seul. Bonjour, ça marche? Oui, normalement. Les commissaires ont dit qu'il faut améliorer la gouvernance économique et fiscale en Europe sans réduire les protections sociales. Les Sud de l'Europe, comme mon Espagne natale, a souffert les plus à cause de la crise de l'austérité, la crise et la postérieure austérité. Mais il a aussi les plus grands problèmes de corruption et des mauvaises gouvernances qui causent beaucoup de problèmes fiscaux et économiques. Qu'est-ce que peut l'Union faire pour améliorer la transparence et lutter contre l'usage abusif des fonds publics? L'usage abusif des comptes publics. Je vous laisse répondre brièvement là-dessus, mais c'est assez intéressant. Votre pays, l'Espagne, vous dites, hein, c'est ça, a souffert de l'austérité, en effet. Il y a plusieurs questions dans la question. Je vais prendre un des angles qui est le dernier, qui est celui de la transparence. Moi, là-dessus, je suis résolument optimiste. Je pense que nous sommes, à l'échelle internationale comme à l'échelle européenne, en train de vivre une véritable révolution de la transparence et de faire en sorte que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, que la lutte contre la corruption devienne une cause publique, un bien public international. Je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui, en Europe, il n'existe plus ce qu'on appelle le secret bancaire. Si quelqu'un a un compte bancaire à l'étranger, on le sait instantanément par échange d'informations. De la même manière, il y a un échange d'informations sur ce qu'on appelle les rescrits fiscaux, c'est-à-dire les prévisions d'impôts des entreprises et notamment des grandes entreprises. Nous avons fait voter 2 directives de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Il y a encore quelques semaines, le Parlement européen, sur une proposition de ma part, a fait voter un texte qui impose la transparence à ceux qu'on appelle les intermédiaires. Les banquiers, les avocats, les conseillers fiscaux et juridiques doivent déclarer les montages de planification fiscale agressive qu'ils vendent à leurs clients. Et je suis pour qu'on continue une lutte tous azimuts en la matière. Je citerai encore ce qu'on appelle le reporting pays par pays, c'est-à-dire la publicité des données comptables et fiscales des entreprises. Je souhaite que ce reporting qui existe déjà entre administrations fiscales devienne public. Mais allons plus loin. Si on veut faire en sorte de créer une véritable équité en la matière, c'est bien le sens de la proposition sur les GAFA et sur les géants du numérique en général. La France a eu l'idée, la Commission le propose, nous nous battons côte à côte pour le réaliser. De quoi s'agit-il? De faire en sorte que chacun, tout simplement, paye sa juste part d'impôt et crée, là où il crée de la valeur et des profits. Or, aujourd'hui, un contribuable personne physique le fait, naturellement. Une grande entreprise multinationale ne le faisait pas suffisamment. Elle commence à le faire.
Et pour ce qui est des géants du numérique, ils doivent pouvoir payer demain leurs impôts comme les autres entreprises. Voilà quelques exemples qui montrent que cette lutte pour la transparence, contre la corruption et pour la transparence des flux financiers est quand même une cause qui progresse. Mais là encore, sans unanimité, on ira mieux. Monsieur, vous attendez votre question depuis longtemps, dites-nous. Non, il n'y a pas de souci. Donc, à un moment donné, moi j'ai l'impression que, en fait, au niveau européen, vous avez tous des très bonnes idées. Mais en fait, quand ça arrive sur le terrain en France, en fait, elles ne sont pas défendues et les gens ne sont pas au courant de tout ce qui se fait et de tout ce que l'Europe fait. Et je trouve qu'au niveau communication, je pense que l'Europe, vous ne communiquez pas bien, vous ne savez pas bien faire passer les bienfaits et les avantages que l'Europe apporte au quotidien pour les gens. Moi, j'ai donné mon exemple personnel, je suis frontalier, donc je suis de Longwy, qui est aux 3 frontières. Bon, bah, pour nous, l'Europe, c'est vraiment quelque chose de formidable, quoi. C'est une vraie bonne question, voilà. Monsieur. L'Europe communique pas bien. Ça, vous l'avez entendu déjà, je pense. C'est surtout sur la France, parce que moi j'ai appris la fête de l'Europe par la Rayuno, où il y avait un spot sur l'européen qui présentait la fête de l'Europe, et sur les chaînes nationales, sur aucune chaîne, il n'y avait rien du tout. C'est sûr, voilà. Vous êtes sur France 24 là, en tout cas. Oui. Je suis assez d'accord avec monsieur sur le constat que on ne communique pas. Alors, je ne sais pas si c'est bien, c'est difficile à qualifier une communication qui est bonne ou pas bonne. Elle n'est pas bonne à partir du moment où on a le sentiment qu'on n'en sait pas encore assez une fois qu'elle est passée. Et ça, de ce point de vue, objectivement, on a encore quelques progrès à faire. Et puis, c'est quelque chose qui concerne tous les acteurs de la grande chaîne européenne, depuis là où part l'information jusqu'à l'endroit où elle arrive. Et je pense singulièrement, par exemple, que les régions françaises, puisque vous parliez de la France, doivent être un peu plus actives, je le dis tranquillement, un peu plus actives et visibles sur l'arrivée des fonds européens sur leur territoire et sur les territoires qu'elles arrosent ensuite. Si je peux me permettre d'ajouter 2 idées à la suite de la question de ce monsieur très très rapidement, sur ces questions de transparence. 2 choses. D'abord, l'arrivée, j'espère bientôt, du procureur européen, qui est une idée qui fait son chemin. Un procureur européen qui va s'occuper de traiter toutes les affaires de fraude, notamment à la TVA, mais de fraude aux fonds européens. C'est, je crois, très très important. Donc l'affaire est en cours. Et le deuxième élément que je crois très important aussi pour la suite des choses et qui est très parlant pour les citoyens, c'est la directive sur les lanceurs d'alerte, puisque certains d'entre eux, et des célèbres et des moins célèbres, ont dans l'Europe quelquefois payé de leur vie de sortir des affaires de corruption. Et donc, il faut absolument, puisqu'on parlait de protection tout à l'heure, qu'on parlait de transparence à l'instant, que les lanceurs d'alerte soient protégés dans l'Union avec un texte très fort. Et j'espère qu'on pourra le mener à bien. Alors, j'ai vu des bras se lever au fond, mais relevez-les, qu'on les revoie, parce qu'on n'a pas eu, on les voit moins bien. Donc, j'ai du mal à... Alors, monsieur par ici, monsieur par ici, et par ici, une dame peut-être ici. Voilà. Allez-y, monsieur, et madame après. Oui, bonjour. En fait, moi, ma question concerne plutôt la zone euro et son développement. Je voulais savoir, en fait, quelle est votre opinion sur l'élargissement de la zone euro vers l'Europe de l'Est, et notamment, en fait, avec l'adhésion de la Bulgarie éventuellement au MCE2. Merci. Alors, donc, sur la zone euro et l'adhésion de la Bulgarie à Schengen. Alors, c'est une conversation qu'on a évidemment avec les autorités bulgares. Nous disons, renforçons la zone euro d'abord et élargissons-la ensuite, et préparons un mécanisme qui permet aux pays qui veulent rejoindre la zone euro de venir progressivement, d'être accompagnés vers cette entrée dans la zone euro. Parce qu'une fois qu'on y est, on le sait, en cas de crise, ça peut être compliqué, ça n'est pas le Graal. Donc nous avons surtout en tête la nécessité de renforcer la zone euro, de tirer les leçons de la crise que cette zone a traversée. Alors on peut dire que le verre est à moitié plein. La zone euro n'est pas sortie par terre de la crise. C'est bien. Tous les oiseaux de mauvais augure qui avaient prédit que la Grèce quitterait la zone euro se sont trempés, tant mieux. Et l'Europe a quand même su accompagner les pays du Sud dans la crise, mais on n'a pas tiré les leçons du temps, de l'énergie, des souffrances
que cette crise a engendré dans le sud de l'Europe. Nous plaidons très fortement pour un renforcement de la zone euro, pour la rendre davantage capable de prévenir une crise ou de la traiter avec efficacité et rapidité avant qu'elle ne survienne. Un budget européen de la zone avec euro. Un budget européen de la zone euro. Voilà, un patron de la zone euro. Avec un une capacité de mieux investir et une capacité de stabiliser un pays qui est entré en crise. À partir de là, on pourra élargir la zone euro. Tant qu'on n'a pas fait cette partie-là de notre travail, il faut faire attention. Alors, la zone euro, c'est vrai, et monsieur parlait de l'entrée de la Bulgarie, jusqu'où on va s'élargir. On est 19, hein. Effectivement, comment ne pas la fragiliser? Est-ce qu'elle est vraiment stabilisée, sortie d'affaires, ou à réformer, refonder même peut-être? Je ne suis pas en désaccord avec ce qu'a dit Madame Loiseau, mais je formulerai quand même les choses un peu différemment. Et il y a quand même plus qu'une nuance. Avec quoi je suis d'accord? Je suis d'accord, bien sûr, avec l'idée qu'il faut stabiliser la zone euro, la renforcer avant tout et que c'est la priorité des priorités. Je suis d'accord avec l'idée qu'on a besoin d'avoir une gouvernance qui soit plus démocratique, d'où un ministre des Finances de la zone euro, d'où un Parlement de la zone euro qui, pour moi, est le Parlement européen, qu'on a besoin d'avoir une action plus forte pour dynamiser l'investissement et réduire les inégalités, d'où un budget de la zone euro. Et c'est dans ce contexte-là qu'on doit penser l'élargissement. Mais je sais que le mot élargissement fait peur. Je pense pourtant qu'il doit être affronté avec courage, là aussi. Je ne suis pas nostalgique de ce qui a été fait en la matière. Je pense qu'il fallait absolument faire l'élargissement. Et je pense qu'on doit toujours rester dans une approche inclusive. Et donc, s'agissant de l'euro, pour moi, les choses sont claires. La monnaie des Européens, c'est l'euro. Un seul pays a choisi un opt-out. Il s'appelle le Danemark. Et donc, l'avenir de tous les pays d'Europe est dans l'euro. Et nous devons préparer cet élargissement. Et je crois, en effet, que la Bulgarie est un pays qui va déposer une candidature, qui sera une candidature sérieuse, et qu'on a de bonnes raisons de penser que ce sera le prochain pays membre de la zone euro, et ça ne doit pas faire peur. Et ça ne doit pas être quelque chose qui se fait avec des préalables. Mais, on doit tenir compte des expériences qui viennent de s'écouler. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle Grèce, ce qui veut dire que les conditions d'entrée dans la zone euro doivent être faites de façon à ce que la zone euro elle-même soit protégée et à ce que le pays en question y voit une opportunité et pas un choc. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut ouvrir ces discussions avec la Bulgarie, avec d'autres demain, dans un esprit constructif, mais avec en même temps une exigence qui soit positive et pour la zone euro elle-même et pour le pays en question. La dame par ici qui a le micro. Attendez, oui. Pardon. Bonjour. Donc j'aurais une question, enfin plusieurs questions. D'abord par rapport à l'harmonisation fiscale et sociale, vous parliez de blocage avec les votes à l'unanimité, mais il existe aussi la procédure de coopération renforcée. Donc est-ce que vous allez, enfin c'est un moyen, donc est-ce que vous allez l'exploiter? Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est très exploité comme procédure. Deuxième question, c'est par rapport aux aides européennes. Par exemple, pour la recherche, souvent, ce sont les grandes exploitations, les grandes entreprises dans différents budgets fonds communautaires qui bénéficient de ces aides et il n'y a pas vraiment de soutien pour les TPE, les PME notamment. Donc, par rapport à ça aussi, cette question en suspens. Alors, peut-être... Oui. Excusez-moi, une toute dernière question. Alors, je l'avais déjà posée l'année dernière, mais bon, c'était par rapport au budget, par rapport au problème de surendettement public. La plupart les trois quarts des pays de la zone euro sont surendettés. Pourtant, il y a le principe d'indépendance banque centrale. Et donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas puisqu'ils sont surendettés. Donc, pourquoi maintenir l'article 123 du traité de Lisbonne, sachant que les charges d'intérêt d'emprunt sont quand même devenues un des principaux postes de dépenses budgétaires de tous ces pays européens? Alors, Sylvie Guillaume, sur la question de est-ce que véritablement les fonds européens vont plus aux grandes entreprises qui ont peut-être la structure pour les recevoir d'ailleurs, côté PE et PME, ça quand même c'était une des questions. Et puis on reviendra sur les autres ensuite. Oui, alors je n'ai pas en tête exactement ce qui se passe dans la finesse de l'application dans tous les territoires et européens et français, mais on peut imaginer effectivement, comme vous le dites, que le degré d'organisation
plus fort et plus soutenu de la part des grandes entreprises donne un accès plus rapide, plus facilité. Derrière, vous aurez probablement une question où vous aurez peut-être en tête l'idée qu'il y a aussi des organisations, des groupes d'intérêt qui se créent et qui ont quelquefois une capacité aussi, une meilleure organisation pour avoir ce contact avec ceux qui décident. Mais vous savez, si on continue, ou si on a comme réflexe singulièrement de continuer d'arroser strictement là où c'est déjà mouillé, je ne dis pas ça parce qu'il tombe des cordes derrière nous, mais l'idée de continuer d'arroser où c'est déjà mouillé est à mon avis une fausse route complète. Parce que le tissu social, le tissu réel des pays est effectivement dans toute sa diversité. Donc je ne suis pas du tout certaine, contrairement à ce que vous imaginez ou ce que vous laissez entendre, que le tissu particulièrement innovant des TPE et des PME soit complètement déconnecté des fonds européens. C'est plus dur, mais je trouve que quand elles font partie de ces start-up qui se créent et qui ont une imagination débordante, il y a une vitalité dans le pays qui est tout à fait singulière et remarquable. J'avais peut-être une chose à ajouter aussi, et puis je passerai le micro, mais je vous entendais parler des coopérations renforcées. C'est bien que vous l'ayez mentionné. Moi, je fais partie de ces gens qui, pendant très longtemps, étaient un peu inquiètes ou craintives vis-à-vis de cela, en me disant que peut-être ça avait finalement un impact en décrochant. Ou, alors, pour nos spectateurs, quand même, oui, pardon, un mot quand même. Préciser ce que il s'agit en fait de ne pas faire tout toujours à 27, mais de véritablement faire les choses à un groupe de pays, hein, et puis en laissant d'autres de côté qui ne souhaitent pas aller dans la même direction. Donc ça, par exemple, on peut citer l'exemple qui existe déjà de Schengen, etc. C'est ça, les coopérations renforcées, c'est de faire des choses à un plus petit groupe de pays. Voilà, c'est tout ce qui est un peu plus petit groupe de pays. Alors effectivement, il y a des exemples très très différents. On pourrait qualifier la zone euro d'une coopération renforcée en grand étage, mais il y a plein d'autres choses ou la taxe sur les transactions financières qui aussi fait l'objet de cela. Donc par rapport à ce risque de décrochage, je pense qu'on a passé cet effort-là, mais il faut quand même avoir l'idée que l'harmonisation européenne est une harmonisation pour tous. Et je ne voudrais pas finalement que ce décrochage se fasse sur un certain nombre de sujets à la faveur des coopérations renforcées. Sur ce sujet-là, d'abord, je veux confirmer ce que disait Sylvie sur le fait que les aides européennes ne bénéficient pas d'abord aux grands groupes. Nous avons mis en place, par exemple, un plan qu'on appelle le plan Juncker, qui a déjà financé 315 milliards d'euros dans le numérique, dans tout ce qui concerne la santé ou encore dans les mobilités du futur. Et ce plan bénéficie pour l'essentiel à des petites et moyennes entreprises et très fortement démultiplié. Il me semble d'ailleurs que ce type d'action qui associe le privé et le public doit être à l'avenir tout de même aussi privilégié si on veut démultiplier la capacité d'action de l'Union européenne. Mais sur la modélisation fiscale, j'en ai une petite expérience parce que je suis aujourd'hui commissaire chargé de la fiscalité et j'étais auparavant ministre des Finances. Quand je suis devenu ministre des Finances, à la fin 2012, il y avait un projet que la commission d'alors venait d'abandonner, qui était un projet de taxe sur les transactions financières. Et avec mon collègue de l'époque, mon collègue allemand, Wolfgang Schäuble, nous avons lancé une coopération renforcée pour une taxe sur les transactions financières qui a d'abord regroupé 11 États membres, il en faut 9, et qui aujourd'hui en comporte 10. Eh bien, je vous incite tout de même à une forme de prudence. Ça n'est pas une arme magique, parce que nous avons lancé ça début 2013, nous sommes à la mi-2018 et ça marche pas, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ce qui veut dire qu'à la base d'une coopération renforcée, il faut que les 9 ou 10 pays qui la lancent, en réalité, soient déjà pratiquement totalement d'accord. Si ça n'est pas le cas, on perdra encore plus de temps. Et donc, je pense tout de même que le cadre communautaire doit être préservé comme le cadre privilégié, que les coopérations renforcées doivent être utilisées quand il y a un accord extrêmement large. Ça pourrait être le cas, par exemple, sur une taxe sur le numérique, mais encore faudrait-il que les pays qui lancent une éventuelle coopération renforcée soient totalement en harmonie. Un petit mot pour répondre à ces questions. Tout d'abord pour dire qu'à travers le Tour de France que je mène avec les consultations citoyennes, je vois beaucoup de projets de PME qui sont soutenus par des fonds européens. Simplement, là encore, merci Sylvie Guillaume d'avoir dit tout à l'heure que les régions pourraient parler davantage d'Europe. Elles pourraient aussi, comme elles sont autorités de gestion d'une partie de ces fonds, accompagner les projets.
et pas simplement être dans le contrôle, évidemment utile, mais parfois tatillon, en remettant une couche de bureaucratie bien française à ce qu'on appelle la bureaucratie bruxelloise. Je pense qu'on a cette mentalité à acquérir, certaines le font, d'aider soit des petites collectivités, soit des PME à accéder aux fonds européens. Chaque fois que ça se fait, ça marche bien et c'est utile. Sur la convergence fiscale, la convergence sociale, évidemment, l'idéal, c'est de le faire à 27 demain et que l'ensemble de l'Union européenne marche d'un même pas. Ceci étant, si ça n'est pas le cas et qu'on en déduit qu'on ne fait rien, de la même manière pour la taxe sur les grands acteurs du numérique, si on attend d'être 27 pour être d'accord et qu'entre-temps, on n'a toujours pas instauré de concurrence loyale entre les acteurs européens du numérique et les acteurs mondiaux, et puis entre l'économie traditionnelle et l'économie numérique, on aura fait crever des pans entiers de nos secteurs économiques. C'est pour ça que nous plaidons, qu'Emmanuel Macron plaide pour ce qu'il appelle l'Europe différenciée. Alors, ce n'est pas forcément la coopération renforcée, si j'ose dire, à la papa, parce qu'effectivement, Pierre Moscovici l'a rappelé, il n'est pas tout de la décider. C'est très lent, c'est très exigeant, et finalement, parfois, c'est assez décevant. On avait l'impression qu'on était tous d'accord, et puis 6 ans plus tard, on n'a pas avancé d'1 millimètre. Mais à l'inverse, ce qu'on a fait grâce au traité qui le permettait en matière d'Europe de défense, on a lancé au mois de décembre ce qu'on a appelé une coopération structurée permanente en matière de défense, qui se voulait à la fois ambitieuse et inclusive. Lorsqu'on a lancé l'idée, on nous a dit ça va être comme d'habitude, les États membres fondateurs de l'Union européenne qui vont aller de l'avant, puis les autres vont regarder. La réalité, c'est qu'on est 25 États membres à s'être mis d'accord, à avoir mis sur la table des premiers projets au début de l'année. D'autres projets arriveront au mois de novembre. Donc je pense qu'il faut dépoussiérer ces coopérations renforcées, faire en sorte de ne forcer personne qui ne veut pas venir. Sinon, on nourrit le populisme, on nourrit le scepticisme. Mais de permettre à tous ceux qui veulent avancer de le faire. Alors justement, vous me tendez la perche avec l'Europe de la défense pour ouvrir la seconde partie. Un petit peu projetons-nous dans le monde en tant qu'Européens, puisque l'actualité nous rattrape de ce côté-là. On est un peu contraint de nous intéresser de près à la place de cette Europe dans le monde, coincée entre à l'ouest un Donald Trump qui ne semble plus vouloir du multilatéralisme et de grands accords internationaux pour stabiliser. Puis à l'est, on a évidemment Vladimir Poutine qui, lui, est tenté, notamment en Ukraine, par l'expansionnisme. On est forcé de composer dans un monde dangereux avec des régimes autoritaires, une majorité peut-être même des régimes autoritaires. Quelle diplomatie pour l'Europe dans ce contexte-là? Comment faire face aux grands défis comme la crise des réfugiés, issus des guerres et des conflits passés et à venir? Petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des questions sur ces thèmes diplomatiques aujourd'hui? Monsieur, je le vois. Une autre question sur un thème plus diplomatique ou plus Europe dans le monde. Monsieur là. Et de ce côté-là, j'ai vu personne encore se manifester. Vous avez le droit aussi. Oui, la parole à monsieur. Voilà, dites-moi. Lors d'un premier rendez-vous en province, aucune personne ne vous a posé la question sur l'immigration, alors que c'est une principale préoccupation, que ce soit des Français ou des Européens. Et ça a une influence au point de vue des élections. Il s'agit simplement de se pencher sur les résultats des élections législatives en Italie, où tous les partis qui ont été fortement anti-immigration sont arrivés largement en tête. Donc ce poids d'une immigration qui a été souvent ignoré, donc souvent mésestimé, qui influe maintenant sur nos politiques nationales, puisqu'en Allemagne, quand même, Merkel, quoi qu'on dise, l'afflux des réfugiés a créé l'AfD. C'est-à-dire que si l'AfD a fait 13%, alors que l'extrême droite était pratiquement à néant, c'est bien à cause de l'immigration. D'ailleurs, cette immigration qui est le défi pratiquement de l'Europe demain, comment l'Europe s'y prépare, alors que souvent on assiste à des mesures après coup. Je veux dire, voilà. C'est un de vos grands thèmes, c'est vrai, Sylvie Guillaume, l'immigration. Je crois que
je fais allusion à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. J'étais dans une réunion, encore dans l'Ain, je fais de la publicité pour ce magnifique département, où pendant 2h30, on n'a pas eu un mot sur cette question. J'étais très surprise parce que je pense comme vous, monsieur, mais j'en tire pas tout à fait les mêmes conclusions. Je crois que cette question est un sujet majeur et je n'en tire pas forcément, j'en sais rien, mais pas forcément les mêmes conclusions que vous, parce que je pense que c'est la question de la manière dont l'Union européenne traite cette question de la migration est un des principaux facteurs de fractionnement à l'avenir. C'est un des principaux risques, selon moi, à l'avenir. Et pas pour rien, parce que cela interroge sur un des fondements de la création de l'Union européenne, c'est qui est ce qu'on fait ensemble et la solidarité entre les différents États membres. Pourquoi on a traversé une crise importante? C'est évidemment parce que des gens ont fui un conflit ou des conflits extrêmement violents aux portes de l'Europe et ont cherché à s'y réfugier. Mais pourquoi nous avons eu du mal à surmonter cette crise? C'est parce que chacun a voulu jouer dans son coin et chacun pour soi. Et donc l'idée qu'on pouvait avoir dans nos principes fondateurs la collaboration, la responsabilité collective dans la prise en charge d'une difficulté a été réduite, a volé en éclats, a été pulvérisée à l'occasion de cette crise. Donc moi, je suis partisane qu'on reprenne les choses au point fondamental, c'est-à-dire de partager la responsabilité. Alors moi, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut qu'il faut une Europe sans frontières. Je pense qu'il faut un point de vue équilibré des politiques de migration et qu'il faut qu'on soit chacun sur le pont pour assumer cette fonction-là. Et la dernière chose à ce stade que je veux ajouter, parce qu'on y reviendra certainement, c'est qu'il faut arrêter de prendre l'opinion publique pour une imbécile. Sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il faut arrêter d'agiter la peur. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi sur ces questions-là. Nous sommes 510 millions d'Européens. Il y a des gens qui sont aux portes de l'Union européenne parce qu'ils fuient la guerre et la persécution. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux fuient la guerre et les persécutions. Donc c'est une question de vie et de mort, c'est une question d'humanité européenne. Et je crois que l'Europe doit être au rendez-vous sur ce terrain-là, prioritairement. Alors, tout le monde veut répondre là-dessus, je vois bien. C'est assez logique, parce qu'en effet, c'est la grande question qui nous attend. Moi, je suis très proche de ce que vient de dire Sylvie Guillaume. Vous avez parlé de Mme Merkel. Je n'appartiens pas au parti de Mme Merkel, mais j'ai eu une immense admiration pour le courage qu'elle a eu au moment de la crise des réfugiés, puisqu'il y a eu en Allemagne tout simplement plus d'1 million de personnes qui sont arrivées. Et je ne crois pas qu'elle aurait évité l'AfD en ayant une approche repliée. Je pense qu'être européen, c'est être humaniste, et qu'une Europe qui n'est pas humaniste ne vaut tout simplement pas la peine. Moi qui vous parle ici, je suis le fils d'un homme qui est arrivé en 1947 en France comme réfugié, et qui n'était toujours pas français quand je suis né. Et s'il est venu à Paris, mon père, c'est parce qu'il pensait qu'il y avait ici un phare, qui était le phare des droits de l'homme, qu'il y avait un pays, un continent qui avait un message adressé au monde. Et moi, je crois que c'est toujours le cas. Alors ça ne conduit pas à vouloir une Europe passoire, mais ça conduit à dire que nous devons absolument mieux défendre une frontière qui soit plus commune qu'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a laissé certains pays, comme l'Italie, en première ligne, sur la ligne de front, avec le sentiment qu'ils étaient abandonnés par les autres, alors qu'il fallait accueillir 620 000 personnes. Et nous avons besoin de solidarité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien compris les critiques sur le projet de budget qu'avait fait la Commission, mais je crois qu'il y a aussi des choses positives. C'est la raison pour laquelle nous proposons un montant tout à fait considérable pour traiter les migrations, c'est-à-dire à la fois pour augmenter, par exemple, le nombre de nos gardes-côtes, de nos gardes-frontières, mais aussi pour permettre l'accueil des migrants, qui est une nécessité absolue. Le budget en la matière, ce sera de 34,9 milliards d'euros, alors que pourtant la question est moins forte qu'aujourd'hui, de 67% par rapport à 2015. Donc, ayons une attitude qui consiste à sécuriser nos frontières. Allons vers des droits qui soient communs, notamment en matière d'asile, mais restons ce que nous sommes. Car je suis persuadé que le repli sur soi ou l'emprunt aux thèses des populistes est tout simplement pour l'Europe un suicide.
Nathalie Loiseau, un petit mot. Et Alors, puis monsieur voulait poser une tout à fait question. ce que vient de dire Pierre Moscovici. Et là, pour le coup, je salue le projet de budget de la Commission, je vous rassure. Il y a des choses très positives dedans. Mieux protéger nos frontières extérieures, c'est normal. Nous avons une responsabilité de décider ensemble qui vient sur le territoire de l'Union européenne et qui n'y vient pas pour des raisons liées aussi à un autre phénomène. Et souvenons-nous-en, celui du terrorisme. Et là-dessus, on fait des progrès. Mieux intégrer les réfugiés qui sont sur notre sol. Et nous avons fait la proposition, Emmanuel Macron, quand il était au Parlement européen à Strasbourg le 17 avril, a fait la proposition qu'une partie des fonds européens aille prioritairement aux collectivités locales qui accueillent des réfugiés pour aider à leur intégration. Parce que si ça, ce n'est pas de la politique de cohésion, je ne sais pas ce que c'est. Harmoniser le droit d'asile à travers l'Union européenne. Aujourd'hui, les critères, les procédures sont différents d'un pays à l'autre. On n'a pas encore réussi à se mettre d'accord. Et c'est évidemment pour les demandeurs d'asile un cauchemar. Mais il y en a qui en tirent un bénéfice net. Ce sont les passeurs, les trafiquants, qui connaissent parfaitement toutes ces différences et qui en profitent. Et puis, il y a une dimension que je voudrais rajouter, c'est travailler avec les pays d'origine, travailler avec les pays de transit, parce que savoir ce qu'on fait avec les réfugiés ou les migrants qui sont en Europe, c'est notre responsabilité, mais faire en sorte que notre aide au développement, en particulier à l'Afrique, en particulier au Sahel, soit plus efficace, mieux coordonnée, s'oriente davantage vers l'éducation, la formation, l'emploi des jeunes. C'est une nécessité que nous devons absolument renforcer. On ne peut pas se résigner à penser que les plus jeunes, les plus dynamiques, les plus courageux en Afrique ont comme horizon de risquer leur vie en Libye et en Méditerranée. Nous avons à faire beaucoup plus avec les pays d'origine et à aider à la stabilisation. C'est ce que nous essayons de faire au Sahel. Et de plus en plus, nos partenaires européens nous rejoignent et je voudrais le saluer. Alors justement, on est sur ce chapitre l'Europe dans le monde. Monsieur, vous vouliez poser une question. Dans le public là-bas, il y a des deuxièmes questions qui se proposent également. Madame, vous aviez déjà posé une question ou c'est la dame d'à côté, pardon? Oui, je confonds les dames, excusez-moi. Et la jeune fille là-bas, avec un t-shirt bleu après. Hein? D'accord, parfait. Allez-y. Bon, donc, au sujet de l'Europe dans le monde, quelles sont les chances pour l'Europe et quelques pays comme la Chine et la Russie de maintenir l'accord sur le nucléaire iranien, sachant que si les sociétés privées qui souhaitaient s'engager en Iran, comme Total, Airbus ou Boeing, cédaient aux pressions, aux menaces de représailles américaines, alors devant un maintien effectif des sanctions, les Iraniens pourraient se sentir désengagés de l'accord qu'ils ont signé. Très bonne question, d'autant que c'est déjà fait pour Boeing, qui est une compagnie américaine qui a dit qu'elle cédait aux positions de Donald Trump. Hein. Madame la ministre, peut-être la réponse là-dessus? Alors je dirais que ce qui se passe avec le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, c'est la démonstration la plus claire du besoin d'Europe que nous avons. Parce que cet accord, il a été négocié, il a fallu de très longues années pour aboutir à l'accord de Vienne. Et il a été possible par l'engagement fort de 3 pays européens, et puis de la Russie, de la Chine, et finalement des États-Unis. Aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, nous sommes unis pour faire vivre cet accord, pour le considérer comme toujours valable tant que les autorités iraniennes respectent leurs engagements, et à en croire la EUA, elles continuent à respecter leur engagement aujourd'hui. Alors vous mettez en avant la difficulté qui relève de la dimension extraterritoriale des mesures prises par l'administration américaine. Nous sommes en train d'en discuter entre ministres et entre chefs d'État et de gouvernement européens pour trouver une réponse européenne appropriée. Ne nous faisons pas d'illusions et nous devons l'expliquer à nos partenaires américains. Si les sociétés européennes, notamment françaises, se retirent d'Iran par crainte de représailles américaines, le monde ne s'arrêtera pas
la nature a horreur du vide. Vous avez des entreprises chinoises qui, dès demain, nous remplaceront sur le marché iranien, et l'attitude américaine aura renforcé la Russie, aura renforcé la Chine, au détriment des alliés des États-Unis que sont les États européens. On entend bien dans la question de monsieur qu'il y a la crainte de sanctions effectivement économiques contre les entreprises européennes, françaises en particulier, puisque monsieur a nommé effectivement des entreprises françaises. La réponse face à cette décision, qui est plus que regrettable, qui est dangereuse, elle est triple. C'est unité, fermeté, force. Unité, et les Européens en ont fait preuve, c'est de dire que nous n'acceptons pas cette décision unilatérale et que nous maintenons totalement notre engagement dans l'accord iranien. Et c'est quelque chose qui doit être tenu de manière absolue. Fermeté, on ne peut pas accepter qu'un seul pays, parce qu'il prend des décisions extraterritoriales, s'érige en quelque sorte comme le gendarme économique du monde. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument trouver des réponses qui soient tout à fait claires et fermes, dans la discussion aussi avec les Américains, pour que ces sanctions extraterritoriales ne puissent pas intervenir dans les conditions d'aujourd'hui. Elles sont tout à fait dommageables car elles visent à la fois les entreprises qui agiraient en dollars en Iran, mais aussi les entreprises qui agissent en dollars aux États-Unis et qui agiraient en euros en Iran. Donc il faut être là totalement ferme sur ce sujet-là et trouver les réponses appropriées. Elles existent, on les cherche. Enfin, la troisième chose, c'est la force. C'est vraiment l'illustration, pour ceux qui en doutent, qu'il est temps de passer un cran dans l'intégration politique, sécuritaire et économique de l'Europe. L'Union fait vraiment la force. Peut-être aussi diplomatique, en effet, parce que là, on est aussi... politique, je parlais aussi du diplomatique, bien sûr. Madame. Catherine Dimitroulias, présidente de l'Association des femmes de l'Europe méridionale, une fédération féministe européenne. Monsieur le commissaire, Madame la présidente, je me réjouis que vous ayez mentionné l'égalité homme-femme comme valeur essentielle de l'Union européenne, ainsi que le combat pour l'égalité salariale. Néanmoins, je voudrais évoquer une question qui occupe le haut du pavé diplomatique international aujourd'hui. C'est l'adhésion de l'Union européenne à la fameuse Convention d'Istanbul, la Convention pour la lutte contre toutes les violences à l'égard des femmes, qui est le traité le plus global, le plus récent, le plus pionnier en la matière. Or, je voudrais en premier lieu vous demander où en est la procédure d'adhésion aujourd'hui, ce qui nous préoccupe au premier chef dans le mouvement des femmes. Et deuxièmement, qu'en sera-t-il de la question dans laquelle il y a une zone de non-droit? Je me réfère à la question des femmes réfugiées et immigrées qui sont concernées par l'application de la Convention. Or, aujourd'hui, l'image de l'Europe, c'est des camps de rétention où on retient des femmes enceintes, allaitantes, des enfants mineurs pour plusieurs jours, y compris dans des pays qui font figure de bons élèves. En France, on rallonge encore plus les délais de rétention. Le commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, je termine sur ce, appelle les institutions européennes et les États à mettre fin à ces pratiques qui constituent la honte de l'Europe. Je vous remercie de votre réponse. Alors, très bonne question. Convention d'Istanbul, peut-être expliquer pour nos spectateurs. Je vais l'indiquer, mais je précise que je suis à 150% d'accord avec la dernière partie de votre intervention, et notamment sur la rétention des enfants et des personnes mineures. Donc, je n'y reviens pas, mais j'adhère totalement à ce propos. Convention d'Istanbul, c'est le premier et, à ma connaissance, seul aussi puissant instrument international sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et qui soit, vous n'avez pas utilisé le terme, contraignant. C'est-à-dire, c'est important parce qu'on peut signer beaucoup de textes, et ça nous arrive de temps en temps, mais s'il n'y a pas un facteur de contrainte, c'est vrai que ça reste de temps en temps un peu lettre morte. Donc, au niveau de l'adhésion, je pense que dans les pays européens, ça a très bien fonctionné. Le problème, c'est que nous avons un problème de ratification dans certains États membres. Et certains qui
pardon, parce qu'on n'a pas évoqué cette question de l'état de droit et d'un certain nombre de replis sur notamment un certain nombre de droits humains dans certains des États membres de l'Union européenne. Notamment à l'est de l'Europe, hein, ça n'est pas ratifié, clairement pas. Voilà. Mais là, maintenant, il y a un blocage d'une certaine manière à la ratification dans certains États, parce qu'y compris, ils interrogent certaines dimensions de cette convention elle-même, voire interprètent ou mettent des choses qui n'y sont pas, comme la dimension de genre ou je ne sais quoi. La théorie des genres, des choses sur l'avortement qui n'y sont pas, en effet. Exactement. Donc tout cela est du faux semblant et un pied sur la pédale de frein pour ne pas ratifier cette convention. Moi, je crois qu'il faut qu'on se batte, femmes, hommes, tout le monde, pour l'application et la ratification de cette convention d'Istanbul, parce que effectivement, la question des violences faites aux femmes est un point absolument fondamental. Dans l'Union, une femme, tous les 3 jours, meurt sous les coups de son conjoint. C'est un fait établi et connu. Il faut que ça cesse. J'en profite pour faire un pont sur un deuxième sujet. Vous avez évoqué la question de l'égalité salariale. On n'y revient pas. Mais j'attire votre attention aussi sur une dimension où là, j'attends effectivement que la France soit plus active. C'est sur l'équilibre et la conciliation entre la vie publique, la vie professionnelle et la vie privée. Pardon. Il y a des propositions qui existent pour faire en sorte que les tâches, quand les enfants arrivent dans la vie personnelle, soient partagées entre les hommes et les femmes, que les femmes puissent avoir un congé maternité qui soit correctement indemnisé, que les hommes et les pères aient des congés paternité, que le congé parental soit réformé. Et moi, je ne peux pas me résoudre, pardon Madame Loiseau, j'espère que vous partagerez au moins ce point de vue, même si vous ne partagez pas la manière dont je le dis. Je pense qu'il est absolument fondamental que la France soit très active et ne soit pas résolue simplement à évoquer une question de coût sur ce qui est un enjeu de société, un enjeu d'implication des femmes dans la vie professionnelle et vraiment d'équilibre entre les hommes et les femmes dans l'Union européenne. Alors, réponse, puisque vous êtes interpellée directement. Alors, évidemment, c'est un sujet qui me passionne parce que, certains le savent, je suis féministe très engagée et c'est des sujets sur lesquels je m'exprime et je me bats depuis de très nombreuses années. Alors tout d'abord sur la Convention d'Istanbul, effectivement, c'est la question de la ratification aujourd'hui et c'est la question, je dirais, de la désinformation. C'est un exemple flagrant de désinformation, de propagation de fake news sur ce qui serait dans la Convention d'Istanbul alors que ça n'y est pas. Et dans un certain nombre de pays à l'est de l'Europe, ou bien la ratification est pour le moment bloquée, ou bien elle est passée, mais de justesse, avec des débats enflammés, parce que, soi-disant, cette convention faisait entrer dans ces pays quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire la théorie du genre. Il faut évidemment se battre, il faut évidemment soutenir les sociétés civiles, veiller à ce que les fonds européens destinés à l'égalité entre les femmes et les hommes soient correctement attribués. Dans certains États membres, ils ne le sont plus. C'est quelque chose qu'il faut surveiller, dénoncer et réparer. Sur l'égalité salariale, j'allais dire, je n'y reviens pas encore que, on est loin d'y être arrivé, y compris dans notre pays, et c'est ailleurs souvent plus difficile encore. Sur les questions de harcèlement, c'est considéré comme un non-sujet dans un certain nombre d'États membres, en dépit de la mobilisation mondiale, et on est dans l'Union européenne, donc on a des vrais combats. Sur la question de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle, je pense qu'effectivement la France doit avoir une parole forte et une parole qui permette d'élargir le regard, parce qu'on s'est beaucoup concentré sur la question du congé parental, avec l'idée que finalement le mieux c'était de rentrer à la maison, s'occuper de ses enfants. Moi, comme je voyage beaucoup dans certains pays de l'Union européenne, c'est une idée que je manie avec beaucoup de précaution, parce que certaines démocraties libérales l'ont décidé une fois pour toutes et subventionnent les femmes au foyer, et je ne suis pas sûre que ce soit le modèle dont j'ai envie. Moi, j'ai envie qu'on parle de ce qui est malgré tout plutôt une réussite française et qu'on essaye de l'étendre à des pays qui n'en bénéficient pas autant, c'est la garde collective des jeunes enfants. C'est un sujet qui n'a pas encore été terriblement porté dans l'Union européenne et il y a des disparités considérables, ne serait-ce que d'une rive du Rhin à l'autre. Alors, je reprends votre interpellation, madame, sur la situation
des réfugiés et sur le projet de loi qui est actuellement en débat au Parlement en France. D'abord pour dire que notre préoccupation, c'est d'accueillir plus dignement les demandeurs d'asile, les personnes en besoin manifeste de protection, et que pour ce faire, on a construit et on est en train de construire beaucoup plus de places d'hébergement qu'il n'y en avait dans les 10 années précédentes. Sur la rétention administrative, c'est une possibilité que nous voulons nous donner de nous rapprocher de la norme européenne. Nous sommes aujourd'hui très en dessous de la moyenne de durée de rétention administrative pour pouvoir raccompagner, reconduire dans leur pays d'origine des personnes qui ne relèvent pas du droit d'asile. Aujourd'hui, nous sommes très en dessous et ce qui se passe, c'est que le temps que les États d'origine de ces personnes acceptent de délivrer des laissez-passer consulaires, eh bien, ces personnes sont reparties et qu'on n'arrive pas à mettre un terme à une immigration clandestine qui ne relève pas du droit d'asile. Alors, au moment où nous voulons accueillir plus dignement les réfugiés, nous devons aussi nous demander comment on harmonise en Europe la reconduite des migrants illégaux et ne pas être l'un des pays dont la durée de rétention administrative est la plus courte. Mais c'est un maximum qui est demandé par la loi et personne ne souhaite utiliser cette durée maximum. Tout le monde souhaite que les choses puissent se passer vite et dans des conditions humaines. Votre voisine, je la vois réagir. Vous vouliez dire un petit mot ? Non, nous ne sommes absolument pas d'accord sur ce point de vue, pour une raison bien simple. Ce n'est pas parce qu'une possibilité existe au plan européen, dans certains États membres, elle est appliquée effectivement d'avoir une rétention à 18 mois, qu'il faut se précipiter pour augmenter de 45 à 90 jours la possibilité de rétention en France, sachant, je suis désolée, que la durée moyenne de rétention est d'environ 15 jours. Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aller au-delà. Pierre Moscovici. Je ne veux pas interférer dans ce débat, on connaît mes positions, mais je vous ai écouté, madame, sur le congé parental. Il se trouve que c'est quelque chose qui me concerne. Ah puisque, oui, ça vous concerne. Voilà, je vais être père de famille dans quelques semaines. Et je pense qu'en effet, tout de même, il ne faut pas assimiler le congé parental à l'incitation à devenir une femme au foyer, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc votre démonstration, je la trouvais, comment dire, un peu rapide. Chez nous, non. Mais vous voyagez comme moi partout dans l'Union européenne et vous entendez aussi d'autres vents qui sont parfois mauvais. Et je ne crois pas pouvoir être taxée d'avoir un féminisme tiède. Je suis toujours très vigilante. Je serais ravie que vous puissiez prendre un congé parental, cher Pierre Moscovici. Mais je vais le prendre, mais ce sera 10 jours. Non, ça s'appelle attendez. Plus, Madame la Ministre. Non, mais il y a besoin de beaucoup. C'est la preuve qu'il y a besoin de beaucoup de pédagogie parce que là, vous êtes en train de parler du congé paternité. Il existe déjà. Le congé parental, pas un sujet. Si vous ne consentez pas à ce qu'il y ait aussi un certain maintien du revenu, comme c'est le cas par exemple à la Commission européenne, ça va être approximatif. C'était juste une remarque. Alors, ce qui est formidable, vous voyez, c'est que quand les hommes veulent un congé parental, ils ont besoin de revenus. Et quand on l'avait installé pour les femmes on en parlait moins. Non, mais ça m'intéresse. Les femmes aussi, je vous assure. Alors, vous voyez que c'est un débat qui vous intéresse aussi peut-être. Hein. Alors, plusieurs... L'homme est une femme comme les autres, même si j'incarne ici une minorité. Voilà. Une jeune fille là-bas qui nous a demandé la parole. Bonjour tout le monde. Alors j'avais une question par rapport à Monsieur Moscovici, vous qui avez été commissaire européen. Est-ce que vous pourriez, alors j'avais deux questions en fait. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu en détail pourquoi les nations européennes ont refusé d'accepter la taxe sur les transactions financières à un moment où on a une crise économique très importante. Et effectivement, quand on ouvre la presse très régulièrement, on a des informations sur des fraudes fiscales au Luxembourg, les Panama Papers, qui choquent un petit peu l'opinion publique qui subit la crise et ses difficultés. Et ma deuxième question concerne les banques européennes. Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour limiter la spéculation des banques et éventuellement leur endettement, qui sont souvent... qui doivent être garantis par les États. Est-ce que l'Europe peut effectuer une séparation entre les banques de dépôt et les banques qui font de l'investissement, de la spéculation Voilà,
C'était mes 2 questions. Commissaire, je le suis encore jusqu'en novembre 2019, donc je compte bien continuer à agir jusqu'à ce moment-là. Sur votre première question, je ne suis par définition pas le mieux placé pour répondre. Pourquoi ? Parce qu'au fond, une coopération renforcée, en quoi se distingue-t-elle d'un projet de directive normale ? Par le fait que ce n'est plus la Commission qui gère le dossier, que ce n'est plus une proposition communautaire, mais que c'est un dossier qui est traité entre les gouvernements, entre les 10 gouvernements en l'occurrence, qui se sont engagés dans le processus de création d'une taxe sur les transactions financières. Mais là-dessus, je veux être assez net. Des progrès ont été faits. Les 5 années de travail n'ont pas été inutiles. Et mon sentiment, c'est que si les 10 États de la coopération renforcée, dont les 4 grands États de la zone euro, qui demain seront les 4 grands États de l'Europe, l'Allemagne, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, se mettent d'accord, cette taxe pourrait voir le jour très rapidement. Les arguments que j'entends ne me convainquent pas. Ils consistent à dire, en gros, que dans un contexte où le Brexit va éloigner la Grande-Bretagne du continent, avoir une taxe qui soit européenne nous mettrait en situation défavorable par rapport à la City de Londres. Mais si on fait comme ça, on n'a jamais d'instruments qui soient des instruments, pour le coup, de lutte contre la fraude, l'évasion fiscale ou les inégalités en la matière. Donc, moi, je continue de croire qu'il est possible que cette coopération renforcée aboutisse, et je le crois de manière très forte. Pour ce qui est des banques, nous ne sommes pas restés inactifs pendant la crise, et nous avons mis en place ce qu'on appelle l'union bancaire, qui repose d'abord sur la supervision des banques, autrement dit, aller examiner la situation des banques dans le détail. Ça fonctionne. Il y a un deuxième mécanisme qu'on appelle le mécanisme de résolution des banques. Qu'est-ce qui se passe si une banque fait faillite ? Comment mutualiser cela ? Là, on a fait des progrès, mais on n'y est pas encore. Et c'est un des sujets qui doit être discuté au mois de juin. C'est comment mettons en place une garantie budgétaire au fonds de résolution des banques qui a été mis en place. Enfin, il y a un troisième pilier qui est absolument indispensable, qui est la garantie des dépôts. Pour le coup, c'est les épargnants, c'est vous. Et là-dessus, il faudra quand même qu'on soit capable de lever la réticence d'un grand pays sans lequel rien ne peut se faire, qui s'appelle l'Allemagne. Mais j'ajoute un dernier mot sur la séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement. Chacun fait comme il veut en la matière. En France, nous avons un modèle qu'on appelle le modèle de banque universelle. Et quand j'étais ministre des Finances, on a proposé une loi bancaire qui a séparé les activités, c'est-à-dire ce qui est spéculatif de ce qui ne l'est pas, sans séparer les structures. Je sais qu'on a été beaucoup critiqué pour ça, je pense qu'on a eu raison. Parce que si nous avions séparé les banques de dépôt et les banques d'investissement, on aurait eu des banques de dépôt plus faibles et des banques d'investissement qui pour autant n'auraient pas été compétitives par rapport à leurs grandes concurrentes mondiales. À chaque pays, à chaque système continental, ses propres choix, ne soyons pas là-dessus dogmatiques ou idéologiques. Alors j'ai vu au fond un jeune homme qui voulait parler, tout jeune. Oui, bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous, j'ai 16 ans, je suis dans un lycée international et je souhaite véritablement vivre et grandir dans une Europe pacifique et unie, puissante à l'international. Et donc c'est dans cette optique que j'ai conçu, que j'ai créé l'an dernier, que j'ai eu l'idée de monter un projet européen qui a pour dessein de favoriser la cohésion au sein de l'Union européenne. Et donc ce projet qui est en cours de réalisation se présentera à terme sous la forme d'un site internet et d'une application. Et chaque utilisateur de cette application, chaque citoyen européen, aura la possibilité de proposer des lois, de voter pour des propositions, de proposer des amendements. Et mon objectif, notre but à l'équipe, sera de relayer les décisions des assemblées européennes. Et ce projet sera multilingue, c'est-à-dire qu'il y aura, je l'espère, une dizaine de langues. Et je souhaiterais donc savoir si les grandes instances européennes, donc notamment le Parlement européen et la Commission européenne, seraient prêts à soutenir ce type de projet issu de la société civile, notamment par le biais de la médiatisation. Alors, très sympathique projet. Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, ça rejoint un peu cette idée de ce qu'on est en train de faire, l'exercice qu'on est en train de faire de consultation, de faire remonter de la base en haut. Et puis, il y a d'ailleurs des consultations en ligne en ce moment même de la Commission européenne. À ce jeune homme, effectivement, qu'est-ce qu'on répond, justement, sur l'aspect participatif, Madame la Ministre et Sylvie Guillaume? C'est exactement, d'abord bravo.
On commence par répondre bravo, je crois. Et puis, c'est exactement l'idée de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de ce qu'on va faire partout dans l'Union européenne jusque fin octobre. C'est la première fois qu'on part de la société civile, des élus locaux, des lycées, des universités, des syndicats, des chambres de commerce, des chambres des métiers, pour entendre ce que vous avez à dire et surtout ce que vous avez à proposer. Et le décliner par une application, par la poursuite de cette discussion en ligne, c'est absolument indispensable. Alors maintenant, c'est le Parlement et la Commission qui ont été interpellés sur comment on peut accompagner. Moi, je voulais juste dire très très vite, vivez votre rêve européen et portez-le au niveau des institutions européennes. Monsieur tout à l'heure disait qu'il était dans un comité qui avait été à l'origine d'Erasmus. Moi, quand j'étais très jeune étudiante, j'ai milité dans une association qui avait un rêve, c'était de faire venir des jeunes étudiants de l'Est à l'Ouest. À l'époque, le rideau de fer existait encore. On était allé voir la commission. Ils nous ont pris un peu pour des doudingues, mais ils nous ont donné un petit peu d'argent. Et puis, on a trouvé ça bien d'y arriver. Et on s'est dit que passer quelques jours ou quelques semaines entre étudiants de l'Est et de l'Ouest, ça pourrait être quelques mois entre étudiants de l'Union européenne entière. On a fait beaucoup de bruit, et les uns avec les autres, ensemble, sans s'en rendre vraiment compte, mais avec l'aide de la Commission, on a inventé Erasmus. Donc, vous avez raison, portez votre rêve. Oui, moi aussi, je vous dis bravo et je vous félicite et je vous encourage à continuer. Et je veux bien, effectivement, tout à fait concrètement, qu'on prenne rendez-vous pour que vous nous montriez ça et qu'on donne, comme vous l'avez indiqué, cette visibilité à votre projet. Au Parlement européen, on fait toujours ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on donne à voir à nos collègues et puis à d'autres, on donne ce coup de projecteur sur des projets, donc c'est bien volontiers. J'ajoute, madame, nous sommes à France 24, donc les médias sont ici représentés, mais je pense que notre visibilité de l'Europe aussi, et je voulais ne pas qu'on quitte cette salle sans le mentionner, il y a un enjeu fondamental pour que les médias s'impliquent dans les questions européennes, les portent, les visibilisent, et singulièrement évidemment dans la campagne qui va bientôt s'ouvrir pour que les citoyens européens, les citoyens français soient bien au courant de ce qui s'y passe. On commence avec un an d'avance cette fois-ci, c'est bien. Juste une phrase qui n'est pas bravo, mais qui est venez nous voir et on ne vous prendra pas pour un doudingue parce que, somme toute, on est aujourd'hui peut-être plus évolué qu'à l'époque. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce débat, à cette consultation citoyenne. Merci à nos invités, merci à ce public avec d'excellentes questions. D'avril à octobre, dans 27 pays, de nombreux événements, des consultations citoyennes. Donc, ce débat va faire l'objet d'une restitution qui va alimenter un rapport qui sera remis aux chefs d'État et de gouvernement en décembre prochain. Donc, remonter de la base jusqu'aux institutions et vos remarques aussi. Sur France 24 également, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Vous verrez une partie de ce débat qui sera lui aussi restitué. Merci à vous d'y avoir participé.